Bonjour à toutes et à tous. Salut. Kevin et Xavier pour les Ludovores. On est aujourd'hui là pour vous faire une review de Unsettled, actuellement en cours de campagne grâce à Lucky Duck Games en version francophone. Un jeu que beaucoup de gens attendaient, je pense, en VF, comme l'intégrale du catalogue de Orange Nebula. Vindication, c'était déjà Lucky Duck Games. Maintenant, il passe à Unsettled, et croyez-moi, c'est un sacré morceau, et c'est assez courageux d'ailleurs de traduire un jeu tel que celui-ci en VF, parce que vous allez voir, lorsque vous le recevrez, c'est pas forcément une mince tâche que de traduire un jeu tel que celui-ci, ou même le livre parce que Orange Nebula a une patte assez particulière dès lors qu'il s'agit de l'écriture des règles, des scénarios, etc. Alors d'abord, Unsettled, qu'est-ce que c'est? Bien, il s'agit d'un jeu coopératif, d'exploration pour 1 à 4 joueurs. On peut y jouer solo, bien sûr, comme beaucoup de jeux coopératifs. Je suis pas sûr que ce soit forcément sa meilleure configuration, à mon avis. Quand on a joué à 4, c'était très sympa aussi. Non, je parlais de 1 joueur. Ah, de 1 joueur, oui. Pour le coup, c'est un jeu que, en solo, je pense qu'il est très bon en solo, certainement. Je l'ai pas essayé, mais c'est pas un jeu qui m'attire pour du solo. D'accord. J'ai pas forcément de points spécifiques pour expliquer ce pourquoi il m'attire pas tellement pour le solo. Et donc c'est un jeu dans lequel vous allez partir à l'exploration de planètes lointaines, bien sûr, avec votre équipage. Équipage qui sera composé de différents membres ayant chacun des petites spécificités, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et vous allez donc avoir un matériel dément que vous voyez un petit peu sur la table qui prend beaucoup de place, si tant est, enfin pas si tant est, tant bien que on n'en voit pas la totalité. Sur cet angle-là, on a un peu de mal à tout montrer. On a essayé de dézoomer, hein, franchement, mais tout ne rentre pas. C'est pour vous dire à quel point c'est un table hog, comme disent les Anglais. C'est un mangeur de table, on va dire. Il prend beaucoup de place, mais ça, on y reviendra peut-être un petit peu par la suite. Ensuite, petit bref point sur les règles, rapidement, Xavier. Tout à fait. Alors, vous avez un certain nombre de règles, d'actions principales, qui sont principalement se déplacer, dans les limites de déplacement qui peuvent varier en fonction de vos découvertes, de vos avancements et tout ça. Vous devez de toute façon affecter des dés à des emplacements de compétences ou des actions sur différents boards, et ces dés vont avoir une importance par leur couleur et aussi par la gestion du nombre qui est inscrit sur leur face, qui est gradué de 1 à 3 et un sablier de temps, et la dernière face est une face neutre qui est simplement là pour vous rappeler de quel type de dé il s'agit. Ces types de dés correspondent aussi à des domaines scientifiques, on va dire, donc là aussi c'est raccord, et c'est raccord dans le sens où si vous placez un dé d'une couleur qui correspond à l'emplacement, la couleur correspond à l'emplacement, vous allez faire mieux que si vous aviez placé un autre dé d'une autre couleur. Donc il y a un aspect de gestion des phases de dés, d'attribution des phases de dés pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc, se déplacer, affecter les dés aux emplacements et résoudre les choses qui en découlent, et puis utiliser votre petit assistant robotique Luna pour se déplacer, car Luna peut faire de l'exploration à votre place, et ça c'est extrêmement important, parce que c'est un jeu coopératif, mais disons-le tout de suite, c'est une course contre la montre. Partez du principe que toutes les planètes veulent vous tuer de manière plus ou moins horrible, mais généralement le plus vite possible. Donc il ne faut pas perdre de temps. D'ailleurs, les concepteurs, Blue Orange, le disent aussi, ne thésaurisez pas vos ressources, ne soyez pas trop prudents, allez-y, vous êtes là pour explorer et tout ça. Et honnêtement, c'est vrai. C'est vrai. Donc ce sont les 4 actions principales. Donc se déplacer, attribuer les dés, déplacer Luna, et finalement Luna la faire explorer la carte sur laquelle vous êtes, pour lui faire découvrir des données, les cubes bleus, ou des matériaux, les cubes verts. Ces données et ces matériaux vont être importants pour accomplir des actions qui vont vous être proposées par des cartes que vous allez découvrir, et ainsi de suite. Oui, parce que, comme l'a dit Xavier, c'est aussi un jeu d'exploration, donc vous allez sur certaines des cartes aller faire des découvertes via ces cartes d'opportunité qui vont potentiellement vous refiler des tokens, qui vont potentiellement être connectés à des cartes, qui vont potentiellement vous permettre d'obtenir de nouvelles actions, vous permettant ainsi d'accomplir plus de choses par la suite, moyennant les ressources que vous aurez préalablement réussi à récupérer. Exactement. De la même manière, en explorant, vous allez gagner quelque chose qui s'appelle le l'insight en anglais. Quand vous allez arriver au maximum, vous allez faire une découverte majeure, un breakthrough, symbolisé par un jeton et par une carte qui va vous permettre de faire une action qui consomme des ressources. Donc en fait,
vous partez avec rien, ou alors un cache, et vous allez vous développer, donc vous avez intérêt à bouger, à explorer, à tester des choses dans le monde qui vous est proposé, sachant que les cartes qui sont placées là sont aléatoirement placées. En général, vous avez un set de cartes qui est le scénario spécifique que vous allez suivre, et vous avez toujours un texte d'ambiance, et généralement au dos, vous avez l'explication de la tâche que vous allez devoir accomplir pour pouvoir continuer le scénario. Sachant que, chose importante, parmi ces 3D, vous êtes obligé d'en placer un dans la compétence de repos, et que cette compétence de repos vous fait avancer le jeton de gestion du temps. Sachant que quand le temps arrive au bout, tous les personnages perdent un point d'endurance. Sachant que quand vous arrivez dans la case rouge d'endurance, eh ben vous avez perdu, parce que vous êtes épuisé, vous êtes mort, en gros. Donc c'est là l'aspect course contre la montre. Au-delà de ça, vous avez un certain nombre d'actions libres dont je ne parlerai pas vraiment, parce qu'elles sont circonstancielles dans le sens qu'elles correspondent à des choses qui se passent sur le plateau. Donc tant que vous n'avez pas révélé le plateau, vous n'avez pas ces actions libres. Donc ça ne sert pas à grand chose de les dire, simplement les actions obligatoires comme les actions libres, vous pouvez les réaliser dans l'ordre que vous voulez. Donc là aussi il y a une stratégisation qui est possible. Et comme disait Kevin, vous avez au début une petite tuile qui va vous donner une sorte de personnalité, c'est une sorte d'asymétrie, on va dire, qui va vous remplacer une compétence de base par une autre, qui va vous offrir d'autres opportunités, sachant que cette tuile elle est double face, et que dans certaines circonstances, vous allez devoir retourner la tuile, et ça va changer encore une fois un peu votre plateau de jeu, puisque la tuile retournée ne se place pas forcément au même endroit que la tuile côté blanc. Et n'a pas le même effet non plus. Et n'a pas le même effet non plus. Voilà, donc le but c'est d'arriver jusqu'au bout du scénario, sachant que pour chaque planète, il y a 3 scénarios. Oui, 3 scénarios disponibles pour chacune des 6 planètes, 8 planètes, 10 planètes, ça dépend. Je ne sais pas exactement quel en sera le nombre pour la campagne. Est-ce que ce sera basé sur la saison 1 uniquement ou est-ce qu'il y aura les 2 ? C'est la saison 1. C'est la saison uniquement. La saison 1. Donc normalement 6 planètes. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et déjà, vous aurez de quoi faire, parce que c'est pas dit que vous les réussissiez du premier coup, les scénarios. Non, bien sûr, bien sûr. Et donc, comme l'a dit Xavier, le but c'est de... ça dépend en fait. Le but c'est d'arriver à faire ce que la carte de scénario vous dit de faire. C'est ça. Spoiler alerte, souvent ça nécessite quand même que vous vous barriez de la planète. Oui, clairement, généralement, le but c'est avant tout de survivre pour se dégager en fait des entrailles de cette planète pas forcément très amicale. Non, et avoir une chance peut-être un jour de raconter ses aventures à ses petits-enfants. Peut-être. Mais là, c'est pas gagné du tout. Clairement. Donc voilà, en gros, les règles sont évidemment un peu plus complexes que ça, mais là, je vous schématise le tout, puisque nous ne sommes que dans une review, nous ne sommes pas là pour explorer les règles en détail. C'est ça. Si vous voulez les règles plus en détail, on vous renvoie bien évidemment vers l'Expli Party, qui devrait sortir en même temps que cette review. Ouais. Donc on va passer d'abord, comme d'habitude pour nos reviews, à ce qui nous a particulièrement plu dans ce jeu. Ouvres-tu le bal? Pourquoi ma foi, il y a beaucoup de choses à dire dans cette partie, parce que autant vous le dire tout de go, on est très fan quand même de Unsettled. C'est un jeu assez fantastique, pour être tout à fait honnête. C'est un jeu de découverte spatiale qui est pourtant pas un thème que j'apprécie outre mesure, et pourtant je suis convaincu, je suis en amour devant Unsettled. C'est un jeu qui d'abord, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, bénéficie d'une qualité de production assez incroyable. Over the top, comme diraient les Anglais. On a des game trays dans tous les sens, on a des plateaux double épaisseur, on a des dés customisés, on a des petites figurines pour nos miniatures, pour nos personnages, disons. On a des cartes de bonne qualité avec ce maillage linen finish, comme on dit. Bref, on a une super qualité de production. C'est vrai. Là-dessus, rien à dire. C'était le premier truc qui semblait un peu obvious, un petit peu évident, mais il fallait le préciser. On est sur un jeu très bien produit, même si on y reviendra par la suite, ça peut aussi être considéré légèrement comme un point potentiellement négatif. Alors, non seulement il est très bien produit, mais en plus il est beau. Il est très beau. Soyons honnêtes, les cartes de planète sont toutes différentes et collent toutes à l'ambiance de la planète en question. Donc vraiment, c'est très sympa. Ouais. Les plateaux eux-mêmes, les trays eux-mêmes sont intéressants, puisque par exemple, il y a des légers liserés de couleurs. Non seulement ça facilite le fait de repérer
quoi et quoi, mais en même temps ça donne un petit côté un peu néon, un peu spatial justement, qui est vraiment très très agréable. La DA globalement est très très réussie, et en plus de ça c'est ergonomique, et en plus de ça c'est aussi thématique, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et en plus de ça, si j'avais pas été aussi lent, ce jeu aurait été à moi. Non, je ne digérerais jamais le fait qu'il ait réussi à l'acheter en occasion avant moi. Des os, pas des os, comme disaient les jeunes. Hein. Enfin, comme disaient les jeunes il y a 5 ans. C'est clair. Je ne sais pas si c'est bien. Ensuite, bon, soyons honnêtes, après, au-delà de la partie graphique et ergonomique, c'est un jeu qui est prenant. Ouais, moi, en tout cas, si vous êtes un peu sensible à une certaine qualité de la narration, c'est un jeu qui est, d'après les planètes qu'on a pu voir, plutôt bien écrit. Très très bien écrit, mais c'est la patte vraiment littéraire de Orange Nebula. Faudra voir comment c'est traduit ensuite en VF, voilà. Mais si c'est bien fouetté, si c'est bien fait, vous êtes normalement partant pour une aventure vraiment bien narrée, vraiment prenante, vraiment immersive. Et avec une touche d'humour pince sans rire, très ironique, que personnellement j'aime beaucoup. Ouais, très friand aussi. On se prend pas au sérieux, mais on va quand même essayer de survivre. Ouais. Et le on se prend pas au sérieux, ça ne tombe jamais dans le ridicule non plus. Ouais, donc c'est très appréciable de tout ce côté-là. Évidemment, pour moi, un avantage aussi, c'est cette randomisation, ce qui fait que même si on rejoue le même scénario sur la même planète, la planète n'aura pas tout à fait la même configuration. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que parfois, ça change toute la stratégie, finalement. On sait qu'on doit faire telle chose, mais du coup, dans cette configuration-là, on va sans doute pas le faire de la même manière que si les cartes avaient été dans une autre disposition. Donc pour moi, c'est un très bon point personnellement. C'est aussi un jeu qui bénéficie d'une vraie richesse, puisque malgré le fait que chaque planète ait son lot de scénarios qui potentiellement vont arriver à leur fin assez rapidement, parce qu'il n'y en a que 3 par planète, quand même la richesse de la configuration qui va changer à chaque fois, des événements qui vont pas forcément arriver en même temps que la partie précédente, ou qui vont simplement pas du tout arriver parce que vous n'en serez pas arrivé à cette carte-là par exemple, fait que malgré l'aspect potentiellement one-shot de certains scénarios, ça reste un jeu avec une vraie richesse, une vraie profondeur et une vraie rejouabilité malgré tout. Tout à fait. À ça, on pourrait ajouter le fait que toutes les planètes n'ont pas le même niveau de difficulté. Ouais. On avait exploré un peu la possibilité pour une autre vidéo de faire la 3e planète, et la 3e planète, Kevin s'est aperçu qu'elle était de difficulté 4 sur 4, et on a fait oula bijou. Ouais. Du calme, du calme. Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes que de petits explorateurs. C'est ça, pour l'instant, on fait nos premiers galons. C'est ça. Ne soyons pas trop présomptueux. Non, tout à fait. Autre chose que j'aime beaucoup dans l'aspect coopératif du jeu, c'est que contrairement à beaucoup de jeux coopératifs où vous faites vos actions pour aider le collectif, là vous allez parfois faire des actions qui vont directement aider non seulement le collectif, mais également un autre individu. Oui, c'est vrai. Qui vont bénéficier aux autres directement. Comme par exemple l'action de théoriser lorsque vous le faites sans une tuile de personnalité dessus. Elle va vous permettre de gagner un insight pour vous, mais également de faire gagner un insight à quelqu'un d'autre directement. Et ça c'est plutôt bien pensé, et ça fait vraiment, ça vous amène vraiment à travailler tous ensemble, à penser au timing qui pourrait être le plus intéressant pour tout le monde et à quel moment. Vous pouvez aussi parfois emmener un de vos camarades lors d'un déplacement aussi pour le faire, pour faire exploration un peu plus rapide, on va dire. Tout à fait. Donc c'est vraiment bien pensé à ce niveau-là et c'est très engageant. C'est vrai, c'est vrai. Et l'addition de Luna est vraiment très maligne parce que ça permet de pousser l'exploration tout en soi-même se concentrant à d'autres tâches. Donc on est comment je vais dire ça, on est face à une tâche d'une très grande ampleur, mais on ne se sent pas submergé non plus dès la première tuile. Quand on se dit pas on va jamais y arriver. C'est plutôt engageant. Moi j'aime bien parce que du coup psychologiquement l'accès est assez facile. Ouais, et ça fait partie aussi de ces jeux coopératifs où quand on se lance dans la partie, quand on arrive au, disons, moitié de partie, on se dit on va jamais y arriver, et finalement qu'on y arrive ou pas, ça se joue toujours sur le fil. L'équilibre est vraiment excellent. Un poil de cheveux. Et pour un jeu de ce type avec une assez forte modularité pour chaque partie, c'est assez fort de réussir à faire un truc qui se joue toujours un petit peu sur le fil. C'est vrai. Même si j'imagine qu'en fonction des configurations, on a peut-être certaines parties qui sont un poil plus faciles, un poil plus difficiles, mais quand même, on est fan également. C'est un jeu qui est quand même vraiment très très bien équilibré. Tout à fait. Alors après, il faudrait voir si en multipliant les parties par exemple à 4 joueurs et en les comparant à des parties à 2 joueurs, est-ce qu'il y a plus de facilité, plus de difficulté? Je suis pas convaincu. Je pense que c'est à peu près la même chose. Je pense que c'est la même chose, que de toute façon la gestion du temps se fera différemment. Il passera beaucoup plus vite puisqu'on passera plus vite. On sera plus à jouer. Voilà. Donc finalement, le nombre d'actions qu'on va pouvoir accomplir sera pas mal équivalent. Donc finalement oui, ça donc je pense que ça reste
équilibré à ce niveau-là malgré tout. Et les choses trappes que les planètes peuvent nous laisser affecteront plus de personnes d'un coup, donc du coup, ouais, tout à fait. C'est une gestion différente, mais je pense que ça reste équilibré malgré tout. Tout à fait, tout à fait. Très bien, autre chose dans le positif? Autre chose de positif, je suis sûr que je pourrais en trouver encore beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup le jeu, mais je pense que je vais me limiter à ça. Okay. Passons au point, alors, un peu moins positif ou qui pourrait pour vous être un peu plus négatif. Je vais commencer par tout simplement, c'est pas forcément un jeu qui est extrêmement facile d'accès au point de vue des règles. Ouais. Pourquoi? Les règles en elles-mêmes, elles sont plutôt bien écrites. Ouais. Je veux dire, elles sont compréhensibles assez facilement, mais vous avez donc un livret de règles avec les règles générales qui s'appliquent de toute façon au mécanisme de base. Puis vous avez un livret de règles qui est spécifique à la planète. Alors ce livret de règles spécifique à la planète, il est petit, hein, mais ensuite vous avez aussi des règles qui vont être spécifiques au scénario. Et donc il faut faire attention à ne rien oublier. Parce que si vous apercevez au milieu de la partie que vous avez oublié de mettre en place une règle, et que cette règle vous donnait un handicap beaucoup plus important que vous ne pensiez, vous étiez en train de dire « Oh, bah, c'est facile, on va gagner », mais en fait, du coup, vous ne jouiez pas correctement. Donc, il faut vraiment prendre le temps, avant chaque partie, de bien relire surtout les règles de la planète et les règles du scénario, pour être sûr de ne rien rater. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Oui. On a joué, et puis on s'est dit « Mais c'est quand même un peu facile », et j'ai regardé le manuel, et j'ai fait « Ah oui, c'est parce qu'on a oublié de faire ça ouais. ». Et du coup, ça changeait tout. Donc, il faut prendre ses précautions au niveau des règles, bien être sûr de ce qu'on fait avant de se lancer vraiment dans la partie. Ça peut vous bousiller une partie potentiellement, donc attention à ça. C'est ça. Et puis, comme toujours, mais là, c'est un peu général dans le monde du jeu de société, il y a une iconographie à acquérir. Oui, mais elle n'est pas très compliquée. Elle n'est pas très compliquée. Certains symboles sont beaucoup plus transparents que d'autres. Les symboles sur les dés sont très transparents. Après, les symboles de temps et d'endurance et de morale sont un peu moins évidents, mais ça va. On parlait tout à l'heure aussi de la grande modularité que tu mentionnais pour les points positifs. Elle pourrait pour certains être perçue comme quelque chose de potentiellement un peu trop hasardeux, puisque évidemment, par exemple, si vous partez avec les 3 premières cartes juste à côté de vous, qui peuvent potentiellement abriter des bâtiments de construction tels que le labo, l'atelier, etc., ça peut potentiellement faciliter pas mal votre partie, alors s'il se trouve plutôt sur la fin de l'exploration, vous allez potentiellement galérer un petit peu plus. Donc il y a peut-être une question à ce niveau-là, au niveau de l'emplacement de certaines cartes, mais jusqu'à maintenant, nous, on n'a pas fait face à ce genre de situation où c'était soit trop facile, soit trop compliqué. Non, c'était juste bien à chaque fois. Il y a cette petite dose de hasard, mais généralement, il y a quand même pas mal de planètes qui peuvent accueillir des bâtiments plus que de nécessaire. Il n'y a pas 3 cartes pour 3 bâtiments, il y a généralement 6-7 cartes, ça passe généralement plutôt bien. On a aussi tout à l'heure mentionné un autre point positif qui peut aussi lui aussi d'ailleurs être considéré comme moyennement négatif, enfin c'est pas négatif à proprement parler, c'est le matériel qui est extraordinaire mais un peu surproduit, comme beaucoup de jeux qui nous proviennent de Kickstarter. Après on aime ou pas, c'est la diversification, nous on aime beaucoup, mais après il y a un coût. Il y a un coût, en termes de prix et il y a un coût en termes d'espace. Si vous avez une table pas spécialement très très grande, vous allez peut-être galérer un tout petit peu. Parce que nous, vous voyez là, on joue à 2, c'est tout. On ne pourrait pas jouer à 4, par exemple, sur cette table-là. Sur cette table-là, ça serait difficile. Et pour ce qui est de filmer, une expli partie d'en haut, je vous dis que il faut un bras extensible de 3,50 m. Il faut bricoler. Il faut bricoler un petit peu. C'est ce qu'on appelle un table hog, donc il prend beaucoup d'espace. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que, par exemple, je vais retirer ces 2 petits jetons là pour le montrer. Là, vous avez un plateau qui vous indique l'écoulement du temps ainsi que l'état d'esprit de votre groupe. Vous vous rendez compte assez rapidement que le plateau aura pu faire 2 fois moins de... Oh oui. Il aurait pu faire 30% de ce qu'il fait là, ça aurait été largement suffisant. Ça aurait été largement suffisant, mais il fallait qu'il soit raccord avec tous les autres game traits, tous les autres inserts, pour pouvoir être rangé plus facilement, etc. Et puis donc ça fait cet effet waouh quand vous installez le jeu, certes, mais ça prend beaucoup de place, ça peut être un petit peu relou. C'est vrai. Deuxième chose, après, moi, comme Kevin a fait, qui peut être un mauvais côté d'un bon côté, vous pouvez être totalement imperméable au style d'écriture d'Orange Nebula, vous pouvez ne pas accrocher. Et du coup, ça va vraiment être difficile pour vous d'entrer dans le jeu parce que vous allez y entrer de manière purement mécanique. Et c'est dommage parce que vous allez perdre tout le côté exploration. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas ce type d'écriture, préféreraient un truc
hard science, vraiment très terre-à-terre, très scientifique, tout ça, et se passe très bien de toutes les dimensions un peu humoristiques. Bon, je pense que malgré ça, ça reste mécaniquement un jeu qui tourne très très bien, donc bien ça sûr. devrait passer, mais c'est vrai que... Mais il y a des gens qui, sur une mécanique parfaite, peuvent être rebutés par l'habillage externe. Clairement. C'est un risque. Après, il y a aussi, mais ça ce n'est pas spécifique à Unsettled, on ne l'a pas testé, on ne l'a pas vu, nous, entre nous. Les jeux coop sont parfois susceptibles de l'effet joueur alpha, à savoir, surtout si c'est quelqu'un, si vous jouez la première fois avec quelqu'un qui connaît déjà le jeu et qui a déjà joué un certain nombre de fois, attention à l'effet alpha, à savoir un joueur qui dit non, moi c'est bon, je sais, donc il faut faire ça, faut faire ça. En gros, à savoir un joueur qui joue pour les autres, quoi. C'est ça. Plus ou moins. Exactement. Parce que bon, il y a des jeux coopératifs qui, maintenant depuis plusieurs années, de plus en plus, vous permettent de jouer avec une sorte d'information un peu cachée, chacun a ses propres informations. Du coup, il n'y a pas tellement d'apparitions possibles d'un jeu alpha. C'est pas le cas ici, toutes les informations sont visibles par tout le monde. Du coup, effectivement, si vous avez des joueurs dans votre groupe qui est un peu enclin à prendre le rôle de leader, on va dire, ça peut potentiellement être un petit peu chiant, mais bon, ça, à vous de voir avec qui vous jouez, vous devriez pouvoir déterminer si c'est pour vous ou pas, quoi. Encore une fois, ça n'est pas spécifique à Unsettled, c'est spécifique au jeu en coop, et comme c'est un jeu en coop, je pensais que c'était intéressant de le mentionner, parce que c'est un risque. Voilà, c'est juste un risque, mais c'est à vous de connaître votre groupe. Tout à fait, tout à fait. Peut-être aussi, donc, tu parlais de rejouabilité. Oui. Paradoxalement, moi, c'est un jeu que je ne conseillerais pas de jouer intensivement, exactement. Il faudrait trouver pour moi le juste équilibre entre y jouer suffisamment rarement pour renouveler cet émerveillement à chaque fois, et suffisamment souvent pour ne pas oublier les règles. Ouais. Les règles sont pas complexes, on se les remet en tête facilement, mais c'est toujours ennuyeux de passer 20 minutes, 30 minutes au début d'une partie à se dire « Ah, comment on fait ça déjà ?» Mais si vous le jouez trop souvent, peut-être que vous allez vous lasser un petit peu. Peut-être que le jeu peut s'essouffler un petit peu si vous y jouez vraiment très régulièrement. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'il ne faut pas trop le poncer trop rapidement. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a donc 6 planètes pour la saison 1, 3 scénarios par planète, 6 x 3, 18 voilà. On est bon. Donc vous aurez 18 scénarios disponibles. Et bien sûr, pour chaque scénario, rien ne dit que vous aurez la même expérience sur le même scénario de la même planète une seconde fois parce que l'agencement différent des cartes, des emplacements, etc. Donc bon, ça reste rejouable. Mais c'est vrai que si vous faites le même scénario de la même planète à 3 semaines d'intervalle, c'est moins intéressant, clairement. C'est moins intéressant. En même temps, vous avez 6 planètes avec 3 scénarios par planète. Pourquoi faire le même scénario à une semaine d'écart, quoi. À moins que vous ne l'ayez perdu. Et perdu de manière catastrophique. Voilà, et que vous vouliez une petite revanche. Voilà. On pourrait le comprendre. Mais si c'est pas le cas, il faut varier un petit peu les plaisirs, et donc les planètes, et donc les scénarios. Je pense que c'est un point faible qui peut être mentionné par acquis de conscience, mais qui se justifie vraiment si vous êtes exclusivement dans je vais jouer à Unsettled de tous les jours pendant 3 mois. C'est ça. Pour moi, c'est un point faible qui paradoxalement est un point fort, parce que du coup, j'aime beaucoup qu'un jeu se laisse déguster tranquillement. Je pourrais jouer à Anachronie tous les jours, vous le savez. Je pense pas que je me lasserai facilement. Mais du coup, j'aime bien que Unsettled se laisse... On y joue, on passe un excellent moment, et on n'y reviendra que dans 2-3 semaines, 3-4 semaines, sur un autre scénario, tranquillement, comme une bouteille de bon vin. Personnellement, voilà, c'est à ça que je le comparerais. Pour certains qui veulent jouer de manière intensive, ça peut être un désavantage. Moi, je dis, prenez votre temps, laissez-vous guider par l'histoire, laissez-vous porter par les événements, c'est le meilleur moyen d'apprécier Unsettled pour moi. Et on reparle encore une fois brièvement de narration, laissez-vous porter par l'histoire, etc. N'oubliez pas, pour ceux à qui ça pourrait faire peur, que ça pourrait effrayer, que la narration est quand même très très minime, ça reste des petits textes à lire. Bien sûr. Il y a toute une narration qui vient apparaître au fur et à mesure de vos aventures, qui vient émerger de l'histoire en fait directement. Mais la narration écrite en tant que telle n'est pas si longue que ça, donc si ça pourrait vous inquiéter... Et sur les cartes de scénario, la narration, elle est là principalement pour introduire le nouvel objectif et introduire les nouveaux mécanismes qui vont être utilisés à partir de ce moment-là. De manière raccord avec la planète sur laquelle vous êtes. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et justement, ça ne dépasse pas son temps de bienvenue, c'est-à-dire que ça n'empiète pas sur le jeu lui-même. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais c'est généralement un jeu qui va tourner autour de 1 heure, 2 heures. Ouais. En fonction de comment ça se passe pour vous sur la planète. Et en fonction du nombre de joueurs, parce que ça va durer un peu plus longtemps à plus de joueurs. Un peu plus longtemps.
Parce qu'il y a plus de discussions, parce que par contre, c'est intéressant justement de discuter ensemble en se disant, avant le début du tour, bon, finalement, du coup, qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci, quels sont nos objectifs, toi tu fais quoi, moi je fais quoi, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment bien, mais du coup, ça demande un peu de temps. Je pense pas que ça soit tellement un jeu susceptible de paralysie analytique. Pas tant que ça. Parce qu'il n'y a pas non plus tant d'options que ça, finalement. Ce qui veut pas dire que ça manque de profondeur. Hein, non, pas du tout, pas du tout. Mais les objectifs sont suffisamment clairs. Oui, tout à fait. Et la course contre la montre est vraiment un facteur important du jeu, donc faut pas trop non plus tergiverser, comme l'équipe créative du jeu le mentionne clairement d'ailleurs dans le livret de règles à plusieurs reprises, dans le micro livret de règles de chacune des planètes également. Soyez pas trop conservateurs. Allez-y franco, utilisez vos ressources, et n'ayez pas peur. Même les échecs et les erreurs peuvent vous servir plus tard, donc n'hésitez pas. Sachez utiliser correctement, mais n'hésitez pas à utiliser. Ouais. C'est l'anti-syndrome, je garde mes 99 potions pour le boss final et finalement j'utilise pas de potions. Hein, oui. Voilà. c'est moi. Ok, bon bah je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On va faire un petit résumé comme d'habitude. Bon bah le résumé c'est trop bien Unsettled. C'est génial, gros coup de cœur. C'est un jeu qui est vraiment magnifique à beaucoup de points de vue, j'allais dire à tous les points de vue, peut-être pas à tous les points de vue, mais à beaucoup de points de vue. C'est selon moi vraiment une superbe réussite. C'est un jeu merveilleux avec une très très belle direction artistique. En plus de ça, un matériel à tomber, même si encore une fois prenez ça avec des pincettes. Est-ce que vous aimez ou pas? Est-ce que ça prend trop de place? Peut-être oui. Mais c'est un jeu assez fou, assez unique. Oui, c'est vrai, assez unique, franchement. Qui s'inclut dans une catégorie qui est pourtant assez fournie, qui est le jeu coopératif d'exploration, mais qui sait se démarquer par son écriture, sa thématique, son approche des choses, son ambiance aussi, sa grande modularité. Tout à fait. Moi, c'est un gros coup de cœur. Et pour avoir joué un scénario de la saison 2 en avant-première sur TTS avec justement notre ami Nix, et ben même dans la saison 2, qu'est-ce qu'on a pris notre pied, ouais, et pourtant on n'aime pas TTS, vous avez quand même, et ben c'était génial quand même. TTS, Tabletop Simulator sur Steam, qui vous permet de jouer virtuellement aux jeux de société. Et on s'était dit d'ailleurs avec Nix que c'était juste un test, donc on allait faire 3-4 tours et on a joué le scénario intégralement parce qu'on pouvait pas s'arrêter. Et il me semble qu'on a gagné. Et on a gagné sur le fil à un tour près, et on a gagné, et franchement on est bien resté 10 minutes après à se dire, oh là, c'était trop bien. C'était vraiment génial. Et qu'est-ce que l'équilibre est bon, décidément. Voilà, exactement. Donc franchement, pour moi, Unsettled, c'est à placer au même niveau que des grands noms comme Anachronie, comme Cloudspire. Je dis pas forcément en termes de complexité, c'est pas une comparaison, en termes de waouh, quoi. En termes de qu'est-ce que c'est un bon jeu. Ouais, clairement. Voilà. Ça fait clairement partie des jeux qui, je pense, faut jamais dire jamais, mais qui théoriquement devraient jamais quitter ma collection parce que c'est vraiment génial. Voilà, exactement. Et moi j'irais même plus loin, je pense que c'est un jeu que tout le monde aurait intérêt à expérimenter. Je ne dis pas à acheter, à essayer mais à essayer au moins une fois parce que c'est vraiment une expérience. Ouais. C'est vraiment une expérience. Et bien sur ces bonnes paroles, je crois qu'on va conclure ici. Ouais. Voilà, vous avez donc, comme Kevin l'a dit au début de la vidéo, si jamais le projet vous intéresse, vous avez normalement un lien vers le projet sur Game on Tabletop, me semble-t-il, puisque c'est une localisation. Voilà, c'est une localisation française, donc en général, Lucky Duck Games passe utilise souvent par Game on Tabletop. Et puis voilà, on attend vos retours, si vous avez déjà joué, ce que vous en pensez, tout ça. Et puis on va vous souhaiter une bonne continuation ludique, et on va vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les Ludovores. Salut! À la prochaine!